Bienvenue dans cette émission, la matinale Silver Echo. Nous allons parler de l'intelligence artificielle et la téléassistance avec Alain Monteux, qui est le président de Thomson Reuters, qui est le premier téléassisteur. Alors, pour blaguer un petit peu, mais à chaque fois que je parle à Alain, il prend, entre guillemets, 10 000 clients de plus, 10 000 personnes connectées en plus à la téléassistance. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Peut-être présenter Tunstall, Vitaris, ou te Total présenter toi. Vitaris, c'est le premier téléassisteur de France. Donc, je pense que la téléassistance, tout le monde connaît. Et effectivement, on a la chance d'avoir quelques succès et nous avons aujourd'hui 250 000 ou presque 250 000 usagers connectés à nos services de téléassistance quotidiennement. Et nos services de téléassistance vont du simple bouton d'appel, petit bouton rouge, comme on dit, à une multitude de capteurs pour vous sécuriser au domicile, en mobilité, vous apporter sécurité de la maison ou vous apporter du lien social ou du suivi de votre santé. Voilà. Tunstall, un groupe anglais, enfin international, présent dans beaucoup de pays, avec la capacité, moi, je trouve ça c'est fort, c'est la capacité de pouvoir tester des solutions. Ah, effectivement, on a la chance d'avoir un gros service de recherche et innovation qui permet de tester des solutions sur le même principe que nous avons parlé avec le Gérontopole et à la fois de tester les solutions, à la fois de travailler sur des focus group avec nos abonnés ou futurs abonnés pour essayer de bien comprendre leurs besoins et de faire le lien en termes de ce qu'ils sont prêts à payer. Ça sert à rien de développer des choses, même si elles fonctionnent, s'il n'y a pas de solution de financement derrière, comme ça a déjà été évoqué. Intelligence artificielle et téléassistance, en fait, là, on imagine plein de choses. Euh, Alors, moi, je voulais parler d'une solution qu'on a la chance de déployer aujourd'hui. On a commencé avant l'été sur 3000 logements. Donc, c'est une histoire belge, parce que ça se passe en Belgique, où l'idée est de passer d'une logique de détection à une logique de prévention. Mais avant de raconter cette histoire belge, je voulais quand même rappeler que la téléassistance, c'est quand même aujourd'hui 700 000 usagers en France. Donc oui, ça a une image ancienne, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, la téléassistance traite environ 300 000 chutes de seniors par an, soit 3 chutes sur 5 survenues en France. Et il faut savoir que quelqu'un qui a la téléassistance a quand même plus de chances après sa chute, parce que dans 4 cas sur 5, avec la téléassistance, il va pouvoir rester chez soi, alors que dans d'autres cas, il va rester longtemps au sol, et on sait que une heure au sol va aggraver fortement les probabilités de décès et vont conduire dans 100% des cas de toute façon à l'hôpital. Voilà. Mais la question, c'est comment on peut utiliser les nouveaux outils, donc l'intelligence artificielle, pour passer d'une solution de détection à une solution de prévention. Et donc, nous, on a eu la chance de travailler avec un client qui s'appelle la CSD en Belgique, qui est une mutuelle, pour pouvoir déployer une solution de prévention à grande échelle, avec des enjeux importants. D'abord, que ça soit une solution robuste et que ça soit une vraie solution de téléassistance, qui respecte donc les normes et les protocoles de téléassistance. Que ça soit une solution qui va permettre de détecter des solutions à risque, qui va pouvoir détecter des anomalies de comportement et en fait des ruptures ou des changements progressifs dans la façon de vivre de la personne pour mettre en place en amont des actions préventives. Et pour ça, on va mettre en place un certain nombre de capteurs adaptés à la personne. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait énormément de capteurs, hein. On peut mettre des capteurs dans un tiroir à couvert, on peut mettre un capteur pour ouvrir le frigo, pour voir si on s'est nourri le midi. On peut mettre des capteurs de détecteurs de présence pour savoir combien de temps on passe dans une pièce, à quelle heure on se lève, combien de temps on passe dehors. Il y a une multitude de capteurs qui peuvent être mis en place, et toujours avec l'assentiment de la personne dans une vraie relation éthique. Rien n'est mis en place si la personne ne l'a pas validé et n'a pas compris à quoi ça servait.
Euh, dans les, euh, dans les, dans les enjeux aussi, c'est d'accompagner la famille et les aidants face à ces différents événements parce qu'ils sont souvent un peu démunis. Donc le choix qu'on a fait, c'est de ne pas les laisser seuls avec une application où il y aurait un certain nombre d'informations. Donc nous, on a fait le choix d'intégrer la solution dans des équipes de soins. Et donc de ne pas mettre une application où tu vas avoir, par exemple, l'information où bah, ton papa, il est allé 3 fois aux toilettes cette nuit, puis la nuit suivante 10 fois, et tu sais pas quoi faire avec ça. Et donc, c'est de faire l'intégration avec les équipes de soins pour apporter des réponses à ces événements et de mettre derrière une intelligence artificielle qui va être capable de détecter vraiment de façon fine les évolutions dans le temps et de déterminer des profils et des évolutions et de proposer des solutions et des solutions pour adapter la solution qui est mise en place pour la personne, mettre en place des solutions de prévention santé, mettre en place des solutions, par exemple, d'aménagement de l'habitat. Et ça, avec tous les capteurs qu'on a, ça fait, qui peuvent aussi d'ailleurs être renforcés avec des capteurs type caméra qui vont pouvoir avoir un niveau d'information supplémentaire si la personne l'accepte. Par exemple, on va être capable de détecter si, bah, par exemple, toi, tu lis à 9 heures tous les matins, tu prends ton café en lisant ton journal, mais là, ça fait plusieurs jours de suite que tu ne lis plus ton journal, tu te contentes de prendre ton café, et puis on s'aperçoit que tu te lèves un peu plus tard tous les jours. Toutes ces informations vont être moulinées par l'IA pour fournir des préconisations. Et comment ça se traduit? Ça se traduit, on va fournir une fiche d'analyse, un rapport hebdomadaire, toutes les semaines, qui va faire des constats et préconiser des solutions qui va faire des constats en additionnant les différentes variables et voyant les évolutions dans le temps, les faire matcher entre elles, ce que l'œil humain ne peut pas forcément voir, et, euh, et proposer des évolutions. Et ça, c'est envoyé en fait à une équipe d'ergothérapeutes qui, elle, va prendre en compte ce rapport, va faire le lien avec les familles, va faire le lien avec l'usager, va faire le lien avec l'équipe de soins pour décider des solutions à mettre en place demain dans une logique de prévention. Donc tu vois, c'est important, c'est totalement intégré aux équipes de soins. On a parlé tout à l'heure de une personne qui a chuté, quelles sont les formations que je vais la mettre en place pour qu'elle ait moins peur chez elle, qu'elle ait moins peur de chuter, qu'elle ait moins d'appréhension, ou peut-être un aménagement de son domicile. Et ça, c'est vraiment les ergothérapeutes qui, en fonction des profils que vont lui donner l'IA, des tendances que vont lui donner l'IA, va mettre en place les mesures préventives adéquates. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment la grande idée de ce qu'on met en place. On a eu la chance de faire un POC pendant plusieurs mois pour déterminer la meilleure solution. On a été en compétition avec, je crois, presque toutes les solutions du marché. Et notre solution, je ne sais pas s'il y avait les critères qu'évoquait l'interlocuteur précédent, Monsieur Hanon. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup et on a eu la chance de gagner sur la pertinence des solutions proposées par l'intelligence artificielle. Et ça s'inscrit aussi, parce que le problème de financement est important, ça s'inscrit dans une logique de financement européen et financement régional qui permet d'amorcer la pompe et pour tirer que les investissements soient pris en charge par l'Europe, et ce qui va permettre en fait de tester à grande échelle la solution, de la valider et de valider l'usage et en fait de lancer la machine. Donc voilà, voilà un exemple très concret à court terme de prévention pour adapter toujours la solution et le logement aux besoins de la personne et l'accompagner dans le temps pour lui permettre de rester vivre chez elle le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Pas de micro. Plein de questions comme d'habitude. C'est une mutuelle en fait hein, donc c'est la mutuelle qui commercialise, enfin, qui propose cette solution-là à ses adhérents, et c'est vous qui faites enfin, le service. Exactement. C'est nous qui proposons toute la solution technique
logiciels. Ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est quelle est la motivation de la mutuelle, en fait. Ah, bah, la mutuelle, vraiment, sa motivation profonde, c'est de trouver des solutions digitales qui permettent aux personnes de vivre plus longtemps chez elles et dans les meilleures conditions. C'est exactement ce que je disais. C'est vraiment le postulat de la discussion, c'était ça. C'est de permettre de les accompagner. Donc, c'était pas un problème de tarif parce que je vois que tu veux revenir dans ta question. Mm. Mais c'était vraiment permettre de les accompagner et comment on peut bénéficier des nouvelles technologies digitales pour ce faire. Mais il n'y avait pas un objectif de réduire les dépenses plus tard, ou il y a ça ou c'est un service? Enfin, c'est déjà bien, hein. Je pense que c'est plutôt un service plutôt que de réduire des dépenses, c'est de se dire comment je peux accompagner les personnes et adapter la solution et comment je peux utiliser les différentes ressources que j'ai, parce que les mutuelles, elle a aussi des services d'aide à la personne, des services domicile, des partages de repas. Comment j'adapte mes différentes solutions pour apporter la bonne solution à mes usagers au bon moment. Si j'ai compris, chaque adhérent, enfin chaque bénéficiaire a des installations, une installation sur mesure. C'est pas forcément les mêmes capteurs chez tout le monde. Il y a ça aussi là. Exactement. Il peut y avoir des gens qui sont majoritairement en caméra parce qu'ils l'ont accepté, d'autres où c'est plus des capteurs de présence. La solution est vraiment adaptée au mode de vie. Les caméras permettant aussi de faire de la détection de chute, donc sont plutôt adaptées pour des personnes qui ont des risques de chute avérés ou qui ont déjà chuté. L'acceptation des seniors, est-ce que les seniors acceptent ces solutions facilement? Est-ce qu'ils les comprennent? Est-ce Alors, qu'ils les acceptent? Est-ce que vous y allez progressivement? Enfin, comment ça se passe? j'ai eu la chance de participer aux installations, en tout cas à une au moins. Euh, et, euh, et en fait, en discutant avec la personne, on lui explique à quoi ça sert. Et dans la majorité des cas, les personnes, une fois qu'elles comprennent à quoi ça sert, qu'elles comprennent la sécurité qu'il y a au niveau des données, qu'ils comprennent, par exemple, si tu mets des caméras, qu'il n'y a pas quelqu'un au bout de la caméra qui est en train de regarder 24 heures sur 24, que tous les logiciels et tous les datas, toute l'intelligence artificielle pour la détection de chute reste en local. Ben voilà, il y a une acceptation, mais effectivement, faut expliquer et il faut pas du tout être dans une logique qui est moi je suis le fils et je veux protéger mon papa, ou je suis la fille et je veux protéger mon papa ou ma maman et je t'impose ça. Non, il faut vraiment discuter et parler. Et oui, il y a des personnes qui veulent pas de caméra, il y en a d'autres qui veulent plutôt des caméras, mais je dirais que la tendance est plutôt à l'acceptation, encore une fois que tu as rassurer et expliquer sur comment c'était utilisé et la bonne fin de l'utilisation. Quand on est un téléassisteur, répondre à ce type d'appel d'offres, en fait, c'est bon, la question est un peu débile, mais enfin un peu idiote, mais je veux dire, c'est facile en ce sens qu'en fait, vous avez déjà les solutions ou pour répondre à ce type d'appel d'offres, en fait, il faut aller chercher d'autres solutions qui existent, les tester, comment ça se passe? Ben nous, on travaille avec des partenaires, donc on a tout un portfolio de partenaires et on se place toujours dans une logique d'intégration de solutions de services et d'intégration de solutions de logiciels et techniques. On a des solutions qui sont prêtes. Maintenant, je pense que l'une de nos grosses forces, c'est d'être capable de la personnaliser aux besoins exacts de nos clients. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on a vraiment travaillé avec les ergothérapeutes pour personnaliser les rapports, pour déterminer les profils que l'IA devait chercher, le type de recommandations sur lesquelles ils étaient en attente, le type de points sur lesquels il fallait qu'on fasse attention. Donc ça, c'est totalement personnalisé pour le client, par exemple. Les services derrière sont réalisés par qui? Parce qu'en fait, on peut détecter plein de choses, mais après, so what? On en fait quoi derrière? Ben, C'est vous qui les réalisez? C'est la mutuelle? C'est alors comment dans cet exemple, c'est la mutuelle. Tu as un premier niveau qui est typiquement, je reprends mon exemple d'une personne qui s'est déplacée 3 fois dans la nuit. Plutôt qu'envoyer ça à la famille, c'est peut-être d'appeler la personne, essayer de ce qui s'est passé. Et par exemple, peut-être essayer de comprendre que la personne, elle a changé de médicament. Et donc, ça a un effet sur les déplacements aux toilettes pendant la nuit. Et peut-être d'appeler le docteur derrière pour faire changer le médicament. Et sur du moyen terme et long terme,
c'est l'équipe de son aussi qui va rappeler pour expliquer ce qui a été vu et pour proposer des solutions. Et à chaque fois, sur la plantation des solutions, ça doit être un échange et ça doit être accepté. Si on va plus loin, si on se projette dans 5, 6 ans, avec ChatGPT 12 par exemple, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de tout? C'est en fait, est-ce que ton plateau va être composé de logiciels, en fait, de ChatGPT? Ça, c'est une bonne question. On a fait il n'y a pas longtemps à Marseille un séminaire avec la Fédération des services à la personne, dont je suis aussi administrateur. Et ce sujet a été évoqué. Il y a effectivement des gens qui ont dit, bah, dans quelques années ou dans quelques mois, on va être remplacé par l'IA générative. Euh, je ne le crois pas. Je pense à l'inverse, ça va être un magnifique outil. On peut utiliser l'intelligence artificielle peut-être générative pour faire un niveau de filtre, par exemple. Un premier niveau de filtre est orienté vers la bonne personne. Si c'est une urgence, directement aller sur la filière urgence. Si c'est de la convivialité, directement aller sur la filière convivialité. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à détecter des situations difficiles, tu vois, de stress dans la voix, de mots-clés que tu utilises qui reviennent et qui peuvent peut-être à un moment de la journée où tu es en fin de journée, tu es un peu fatigué en tant que chargé d'écoute, tu t'en aperçois pas. Et l'intelligence artificielle peut t'aider à ça. Euh, Après, à remplacer complètement les conseillers clientèle, j'ai aujourd'hui un peu de mal à l'envisager parce que je pense que la notion de dialogue, la notion d'être humain est quand même, d'échange humain est quand même très très importante et valorisée. Maintenant, comme je te disais, demain peut-être un filtre dans les quelques premières secondes fait par l'intelligence artificielle qui peut poser une question et orienter et quelque part accélérer la prise de décision et la bonne prise de décision. Voilà. Après, il y a sans doute plein d'autres idées qui vont arriver, mais c'est, je pense, les idées sur lesquelles on est aujourd'hui. Dans 5 ans, en Belgique, vous pourrez faire quoi, en fait? Vous pourrez détecter quoi? Vous imaginez, enfin, en Belgique ou ailleurs, mais par rapport au projet, enfin, comment est-ce que le projet belge va évoluer dans 5 ans? Ben, l'idée, c'est de diminuer drastiquement le nombre de chutes et de valider que les personnes restent chez elles plus longtemps. Donc, c'est les deux indicateurs qui vont être suivis dans le temps. Des questions? Alain, oui, moi j'avais une question. Comme tu appartiens à un groupe international, enfin, tu appartiens, tu es président de la filiale française de ce groupe international. Est-ce que la problématique par rapport à l'utilisation des données personnelles est la même en France ou en Belgique que dans d'autres pays? Et j'ai l'impression qu'en France, on est très attentif à cela, peut-être davantage que dans d'autres pays. Vraiment. Alors moi, j'entends toujours ça. On s'enorgueillit en France d'être les plus sécurisés et de faire le plus attention. Moi, j'entends les mêmes problématiques dans tous les pays. De toute façon, le RGPD s'applique dans tous les pays. Les problématiques des données de santé, c'est exactement la même chose. Donc après, il peut y avoir des règles spécifiques d'application, hein. Mais je te promets que quand je parle avec des Espagnols, des Anglais, des Danois ou des Allemands, il n'y a personne qui rigole avec le traitement des données, avec le sauvegarde des données et avec leur utilisation. C'est vraiment une problématique commune. Merci Alain, merci beaucoup. Et Euh, Frédéric?